Cartographier l'histoire ou le défi d'Atlas. Tel était le titre de la rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche le jeudi 25 mai 2023 et qui nous proposait de partager les vertiges et les joies de la transformation du temps en carte dans un dialogue entre le géographe Christian Grattalou, auteur du livre Atlas historique de la Terre, et l'historien de l'Antiquité Sylvain Le Breton, membre du projet de recherche MAP qui cartographie les religions anciennes. Cette rencontre s'est déroulée au sein du festival L'Histoire à venir, de sa 6e édition du 24 au 28 mai 2023 et de sa thématique pérenne, écrire l'histoire. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses. Donc aujourd'hui, ce matin, on a le grand plaisir d'accueillir Christian Grattalou pour la première fois au festival L'Histoire à venir. Et donc nous sommes très heureux de cet entretien qui sera consacré au progrès, à la cartographie à travers cet ouvrage qui est apparu, c'était l'année dernière, 2022. En octobre dernier, l'Atlas historique de la Terre est paru l'année dernière aux éditions des Arènes. Alors, avant d'en venir à l'ouvrage lui-même, à une sélection de cartes, voilà, on y viendra. Quelques mots de présentation de Christian Grattalou pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, Christian Grattalou a notamment été professeur à l'université Paris Diderot. C'est là où vous avez peut-être passé le plus grand moment de votre carrière, mais il a fait beaucoup de choses. Il a été investi aussi dans l'enseignement secondaire. On y viendra peut-être. C'est sans doute pourquoi il a été l'apôtre du croisement entre l'histoire et la géographie, parce que en France, dans l'enseignement secondaire, on est prof d'histoire géo. Pas seulement professeur d'histoire ou professeur de géographie, plus éducation civique, ça je laisse ça de côté. Donc c'est sans doute pourquoi il a été l'apôtre du croisement de l'histoire et de la géographie, et on peut dire qu'il est le pape de la géohistoire. Non. Voilà, bon, j'arrêterai après avec les métaphores religieuses. Et nous reviendrons sur ce terme de géohistoire. Brièvement, et dès les années 70, au cours desquelles il a fondé avec Jacques Lévy la revue Espace-Temps. Donc, mais si vous voulez, tout est dit dans le titre d'une certaine façon, espace-temps, donc le croisement de ces deux variables. Je plaide coupable. Oui, mais c'est pas du tout un reproche, au contraire. Ou dans son ouvrage Lieu d'histoire, donc voilà, la focale spatiale et la focale chronologique. Il a croisé cette approche avec le phénomène de la mondialisation, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, la mondialisation. Donc, par exemple, dans une géohistoire de la mondialisation en 2007, et plus généralement, Christian Grattalou, vous avez travaillé à des échelles larges, là encore spatiales comme temporelles, et vos derniers atlas, donc l'Atlas historique mondial 2019, l'Atlas historique de la France 2020 et cet Atlas historique de la Terre, donc l'année dernière, synthétisent d'une certaine façon vos intérêts pour la géohistoire, l'observation des faits géographiques et historiques à l'échelle mondiale, même si on pourra revenir sur ces questions d'échelle. Dans cet atlas historique de la Terre, la plupart des cartes sont malgré tout à une échelle assez large, même si ce n'est pas exclusivement le cas, bien évidemment. Et aussi la démarche, je dirais, pédagogique est tournée vers l'enseignement secondaire, puisqu'on en parlait avant, et je pense que c'est un constat que toutes celles et ceux qui connaissent l'ouvrage, c'est un outil fantastique, celui-ci comme les précédents, pour les enseignants du secondaire et du supérieur, évidemment, mais peut-être avant tout du secondaire. Donc voilà un petit peu pour la présentation. On va en venir à l'ouvrage et à la question de la cartographie, et peut-être je commencerai par cette question, puisque cet atlas s'inscrit dans une série. Donc après l'atlas historique de la France, et surtout l'atlas historique mondial, quelle est la différence de perspective de cet atlas par rapport au précédent, et notamment l'atlas historique mondial, où on peut se dire de prime abord, atlas historique mondial, atlas historique de la Terre, on va parler à peu près de la même chose. Quelles sont les différences de perspective ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis alors, merci qu'il y ait autant de passionnés de cartes. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un TD de commentaires de cartes avec un aussi large public, parce que l'essentiel, c'est quand même ce que vous voyez, hein, pas ce que vous entendez. Alors, oui, il se trouve que c'est devenu une collection. Il se trouve, c'est-à-dire que c'est une navigation à vue. Je commence par un fait extrêmement trivial. Un atlas, c'est un livre qui est cher à faire. Les cartes elles sont inédites ou reprises. Par exemple, même si le premier, c'est-à-dire l'Atlas historique mondial, était de la cuisine de reste, c'est-à-dire que c'était pris dans l'énorme corpus de cartes que la revue L'Histoire publie. Alors, il publie depuis le début, depuis 1978, il y a des cartes, mais disons que depuis qu'on peut faire des cartes informatisées, qu'on cumule, qu'on change, etc., je dirais depuis maintenant 25 ans à peu près. Et c'était avec le même atelier de cartographie, qui est une coopérative, qui est aussi ceux qui ont fait les cartes de cet atlas. Hein. Donc, c'est quelque chose de cohérent. Donc, il y avait plein de cartes, et on en a pris seulement 530 pour faire l'Atlas historique mondial. Et il se trouve que cet atlas a eu un succès que j'oserais presque dire mondial, parce qu'on en est à notre 14e traduction. Alors la 14e, c'est le japonais, mais enfin, je ne vais pas vous énumérer, mais d'avoir vu ma prose en estonien, je peux vous dire que ça fait bizarre, quoi. Et surtout on a arrêté les compteurs à 80 000 pour la France parce que maintenant on ne le trouve plus, parce que à la rentrée il y a une seconde édition. Beaucoup revu et beaucoup augmenté, je peux vous dire. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il a augmenté, c'est qu'il y a eu que dans toutes les atlas qu'on a publiés à l'étranger, on leur proposait d'avoir 25 doubles pages différentes qu'on refaisait nous-mêmes, dont on restait propriétaire des cartes. Donc, on a 25 doubles pages italiennes, allemandes, anglaises. Alors, les Espagnols n'en ont pas demandé, etc. Et ça a évidemment nourri le nouvel atlas. Et puis, on a eu d'autres cartes, etc. Voilà, donc c'était empirique, hein, le tout premier. Et après, on a un peu joué là-dessus pour la France, parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui nous restaient, si j'ose dire. Donc c'était la cuisine du surlendemain. Mais j'ai voulu ensuite faire l'Atlas de la Terre. Alors celui-ci, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, équilibrait cet atlas mondial qui, rétrospectivement, j'aurais plutôt appelé géopolitique, qui étaient les découpages. Il y a essentiellement des constructions qu'on ne peut pas forcément appeler des États, parce qu'entre autres, j'ai tenu beaucoup à ce que les sociétés qu'on dit sans État soient présentes, mais enfin, qui est l'aspect politique, et géopolitique, donc essentiel. Tandis que le rapport à notre... alors, je n'emploie jamais le mot nature, hein, je peux vous dire, dans cet atlas, sauf dans une double page qui est maître et possesseur de la nature, parce qu'évidemment, ça a une importance, puis je n'allais pas employer un autre mot en citant Descartes, mais il s'agit de la dimension terrestre dans laquelle notre société, les sociétés humaines, sont enchâssées dans la biosphère, enchâssées elles-mêmes dans le milieu de la planète. Donc cette dimension planétaire, ça me semblait tout à fait intéressant de l'interroger du point de vue de l'histoire humaine. Parce que je suis pas... Des fois, je râle un peu parce qu'on a l'histoire de la Terre, par exemple la pub qui est dans le programme. Il y a, en face de l'annonce de ce débat, c'est d'insister sur l'histoire de la Terre. Oui, il y a l'histoire de la Terre, mais qui est l'environnement, et même l'environnement de l'environnement, puisque vous avez ici l'univers avec l'image du Big Bang. Bon, là encore, c'est de la navigation à vue, parce que je me dis, c'était dans Sciences et Avenir, puisque dans le même groupe de presse que l'histoire, il y a Sciences et Avenir, donc là, je voulais qu'on travaille avec Sciences et Avenir. Je me suis dit, tiens, c'est une très belle image. Pour commencer, il faut commencer au commencement. Et si vous allez juste au bout de cette partie, vous avez la fin de la Terre, d'ailleurs. C'est bien, rétrospectivement, j'ai peut-être eu tort, puisque je peux vous annoncer que le prochain atlas, tiens, il y en a 2 qui sont en route, hein, mais le prochain atlas, ce sera un atlas historique du ciel. Après la Terre, le ciel. Donc le Big Bang, évidemment, sera nettement plus analysé. Mais c'était effectivement un environnement, mais ensuite, l'essentiel, c'était les rapports avec la planète que les humains, qui en sont une partie, entretiennent. Donc, il y a de l'agriculture, et puis on nourrit Rome, puisque ça vous a évidemment assez interpellé l'antiquisant, mais également le charbon, la pollution, enfin vraiment tous ces éléments-là. Mais c'est dans les perspectives multi-historiques. Je dis que l'Atlas est feuilleté, hein, il est multicouche, il y en a 9.
c'est pas exactement ce que, il y en a des très bons, on appelle un atlas de l'Anthropocène. Sciences Po, on a fait un très bon. Donc, un atlas de la pollution contemporaine, en gros, c'est depuis 2 siècles. Donc, c'est vraiment penser aux temporalités longues. Je pense que vous voulez parler un moment de tectonique des plaques, donc ça me permettra de développer cette idée-là à ce moment-là. Merci. Voilà, donc la perspective, hein, elle est assez claire de ce point de vue-là. Et peut-être, alors, pour naviguer entre des questions un peu théoriques de perspective et s'intéresser à des cartes assez rapidement. Voilà, si on peut revenir sur... alors, on montrera essentiellement des cartes, hein, puisque c'est un atlas, mais c'est un atlas qui fait la part belle à d'autres formes de figuration, d'autres infographies, dont celle-ci. Alors, est-ce que celle-ci, moi, ça m'a assez impressionné, parce que moi, je lis pas du tout la presse scientifique sur ces vies, enfin de sciences dures, on va dire. Sciences et avenir. Voilà, sciences et avenir, pardon. Et donc voilà, cette image-là qui est une image de l'univers, et j'étais assez impressionné. Et voilà, quelle est est-ce que ça, c'est pas une carte, mais comment on peut comment vous avez envisagé l'intégration d'autres figurés que les cartes stricto sensu dans cet atlas? Ah oui, alors la question, effectivement, est sur l'expression graphique. Alors là, j'étais très content que vous ayez choisi cette image, la première de l'atlas, parce que c'est presque un résumé de la démarche, dans la mesure où ce que l'on voit est premièrement un pur travail historien. Les astrophysiciens sont des historiens, puisque l'image, en fonction des couleurs, des chaleurs, de la représentation de la chaleur, nous donne des informations qui viennent depuis 13 milliards et demi d'années, donc c'est-à-dire en gros quelques minutes après le Big Bang, qu'on ne peut pas en lui-même saisir, mais qui est une pure hypothèse, hein, mais dont on peut avoir éventuellement, qui pour le moment est la seule cohérente pour raconter toute cette histoire. Et à partir de là, on a un certain nombre d'informations qui nous arrivent, sauf que ce que voit c'est le télescope Hubble sur un satellite, enfin c'est évidemment entièrement un travail construit, donc c'est pour ça que je dis que c'est un travail d'historien. Et c'est à partir de ces informations, on sait qu'on a des choses qui viennent de 13 milliards, 8 milliards, 6 milliards, etc., en fonction du temps que ça a mis à nous donner. Évidemment, plus le temps est long, plus c'est loin. C'est en années-lumière. Là, c'est des millions d'années-lumière. Et vous avez là toute une structure historique qui est celle de l'univers, qui nous parle sans doute pas plus à vous qu'à moi, hein, en fait, mais qui est métaphorique et qui nous rend infiniment petits, bien sûr. Et donc, voilà, c'est une image qui permet aussi de se sortir de nos échelles habituelles d'une certaine façon, et en particulier pour les historiens, même si on peut travailler sur le temps long, à côté de, voilà, même si on travaille sur plusieurs siècles, les antiquisants, c'est souvent le cas en ce qui nous concerne. Là, 13 milliards d'années, c'est assez difficile à imaginer, mais effectivement, le feuilletage des échelles temporelles est tout à fait impressionnant et intéressant, l'articulation entre les différentes échelles. Alors, peut-être, je ne sais pas si on peut aller dans l'ordre chronologique d'une certaine façon. Alors, c'est une double carte qui m'avait intéressé sur les échelles de temps, justement, et d'espace. Donc, c'est un double ensemble de cartes sur justement ce passé de la Terre et le passé tectonique des plaques. Alors, on a évidemment des souvenirs d'atlas, de cours de sciences de la vie, voilà, de nos jeunes années, et puis après on s'y penche moins. Mais donc certaines images qui m'étaient familières, la Pangée, et d'autres qui l'étaient moins, surtout que cette carte, elle est redoublée avec sa jumelle, si on peut dire, qui est une carte prospective sur les différents scénarios possibles de l'évolution de la dérive des continents. Donc on a l'avenir des plaques et on a le passé tectonique de la Terre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est cet étirement de l'échelle chronologique à un temps très reculé, mais aussi à un temps très avancé, donc en amont et en aval.
Et donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous dire deux mots de... Oui, volontiers. La tectonique des plaques, c'est un truc qui plaît à des tas de gens. Je me souviens, dans la maison d'édition, quand on était en train de travailler, il y avait des tas de gens qui nous disaient « il y aura des plaques, hein, vous nous racontez les plaques ». Donc voilà, donc bien sûr, elles allaient y être parce que je trouve que ça ne correspond pas directement à l'histoire humaine, mais les plaques existent toujours. Nous sommes sur une plaque. Je ne sais pas où on serait autrement. Ces plaques ont une histoire, et cette histoire, de temps en temps, elle se rappelle d'ailleurs à nous sous forme de tremblements de terre et de volcanisme. Mais vous avez un processus qui est d'ailleurs très très simple, hein. Les terres émergées se rassemblent et se dispersent, se rassemblent et se dispersent. Ça fonctionne constamment. Et quand elles se dispersent, ce qui est vivant, à partir du moment où il y a eu du vivant, mais ça remonte à 3,5 milliards d'années, alors c'est ancien, du moment où il y a eu du vivant, ce qui est vivant terrestre, alors ça c'est beaucoup plus récent, hein, c'est 2 milliards, mais ce qui est vivant terrestre, eh bien, va se différencier, parce que le rythme de la vie est une temporalité beaucoup plus rapide que le rythme des plaques. Donc il se passe des choses différentes, les animaux, les plantes se différencient, les maladies, enfin tout, hein, les virus, et de temps en temps elles se regroupent, alors il se passe des tas de choses. C'est-à-dire que ce qui s'est produit en 1492, ça se produit à l'échelle géologique d'une manière assez similaire. Et par exemple, ça c'est dans le bouquin que je vais publier, je raconte ça, parce que moi ça m'a amusé. Mais il y a une planche dans cet atlas, c'est le choc des deux Amériques. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord n'ont pas toujours formé un seul continent, n'ont pas été reliés. Il y a au plus tard, ça a pris du temps, mais enfin, en gros, il y a 3 milliards d'années, elles se sont télescopées. À ce moment-là, les flores et les faunes se sont mélangées. Elles se sont mélangées d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que ça aussi, ça rappelle 1492, au détriment de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire de celle qui avait été la plus isolée. Parce que, oui, elle n'était pas confrontée à d'autres formes de vie, etc. Je ne vais pas développer ce genre de truc, alors que l'Amérique du Nord, elle était reliée à l'Eurasie, donc elle était beaucoup plus d'autres animaux et végétaux, donc il se passait des choses plus complexes et ils étaient plus immunisés, plus concurrencés. Il y avait une sélection naturelle plus forte, en d'autres termes. Voilà, l'Australie, elle, restant isolée, d'où son extraordinaire vie. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose qui non seulement peut parler cette fois-ci en métaphore, à l'histoire humaine, mais par ailleurs correspond aussi à des données dans lesquelles on s'inscrit, qui sont des temporalités, vous voyez, qui sont celles des plaques, là c'est en centaines de millions d'années, qui sont des évolutions biologiques, qui sont en dizaines de millions d'années, et qui, si je vais jusqu'en 1492, deviennent des événements géohistoriques qui sont, au sens humain, qui sont là en siècles, tout au plus. Hein. Donc, en millénaires, si je compte l'isolement relatif des Amérindiens. Donc, vous avez là quelque chose qui, justement, était ce que je voulais précisément faire dans l'atlas historique de la Terre, c'est-à-dire situer dans les couches, dans les multitemporalités, nos problèmes qui sont ceux que l'on a aujourd'hui dans notre rapport à la Terre, c'est-à-dire, en gros, la crise environnementale. Et donc d'envisager l'environnement dans toute son épaisseur chronologique. Absolument, c'est exactement ça. Oui. Et ça, c'est très géographe ou très géohistorien, d'une certaine façon. Et donc, sans peut-être être trop long, peut-être, si vous pouvez nous dire deux mots sur les spécificités de la démarche géohistorique, si je peux dire ça comme ça, sans être trop long. Alors, je sais que vous préparez justement un ouvrage qui sera intitulé Géohistoire, qui doit paraître à la fin de l'année, ou à la rentrée. En même temps que la deuxième édition. D'accord. Donc... Bon, je peux revenir pour en parler dans 6 mois. Mais donc ça, c'est pour la librairie. Hein. Oui, bon, je veux pas insister. J'insiste bien, et c'est pour ça que je refusais tout pontificat. C'est Braudel, hein, c'est Fernand Braudel, et moi je suis un modeste braudélien ensuite, qui a non seulement inventé le mot qu'il n'aimait pas, qu'il a récusé à la fin de sa vie, mais qui surtout a une démarche très environnementaliste dans le cadre de l'histoire géo. J'emploie volontairement le terme à la française, du début du XXe siècle, c'est-à-dire La Terre et l'évolution humaine de Lucien Febvre, qui a exactement un siècle, enfin c'était en 22, mais qui surtout se plaçait dans une vision très vidalienne du possibilisme, comme on disait, c'est Febvre qui invente le mot, c'est-à-dire des données qu'il y a dans un milieu naturel, je me place avec les termes de l'époque, qui fait qu'une société pouvait ou pouvait pas faire ou telle chose, avoir par exemple
exemple, une agriculture dense, évidemment, les Inuits ne pouvaient pas. Voilà. C'est une chose, pour un exemple particulièrement élémentaire. Mais, donc, je crois que c'est une chose qu'on a un peu oubliée. Je crois d'ailleurs que l'une des raisons pour lesquelles on l'a un peu oublié dans l'histoire des hommes, dans l'histoire qu'on écrit, dans l'historiographie, c'est qu'on ne fait plus beaucoup de géographie. Bon, alors je parle en vieux con, là. Hein. C'est dire, vous voyez, de mon temps, on faisait de la géo. Oui, alors sauf que c'était une géo très structurale, très tectonique des plaques, justement, donc ça ne faisait pas facilement le lien, et c'est dommage. Et donc, je trouve que d'oublier la contextualisation des autres temporalités et des autres espaces, enfin, ce sont des espaces-temps, tout ça, c'est quelque chose qui manque profondément à beaucoup de démarches historiennes contemporaines. Alors, la réciproque étant parfaitement vraie, d'ailleurs, il n'y a pas d'histoire souvent dans beaucoup de démarches d'autres sciences de la société. Donc vous avez, je crois, tout à fait cette nécessité de prendre en compte cette démarche environnementaliste pour aller vite. Mais ça ne suffit pas. Parce que justement la géographie a développé d'autres éléments qu'on peut appeler spatiaux, c'est-à-dire de voir les proximités et les éloignements. Or, je résume souvent ça d'une phrase très simple, on a pour partie l'histoire de ses voisins. Alors, quand une société est en contact, alors ensuite ce contact peut être très, très rare, ça peut être l'île de Pâques si vous voulez, ça peut être au contraire des contacts, alors là avec des tas de gens, ça sera le croissant fertile. Bien, quand vous êtes en fonction des voisinages, ben, vous avez ce qui se passe chez les voisins qui peuvent être une épidémie évidemment, qui peuvent être une innovation économique, qui peuvent être une révolution religieuse, qui peuvent être, etc. Enfin, tout ce que vous voulez d'événements historiques, ça a immédiatement des effets, ou pas immédiatement, c'est la temporalité fonction de la distance, qu'il y a. Mais vos voisins, ben, ils ont aussi des voisins. Donc non seulement on a pour partie l'histoire de ses voisins, mais on a pour partie l'histoire des voisins de ses voisins, etc. Et il y a des sociétés qui sont beaucoup plus branchées, connectées en réseau que les autres. Et j'aime beaucoup, c'est en grande partie justement l'objet du prochain bouquin, développer ce que j'appelle l'axe avec un A majuscule, qui est de la Méditerranée aux mers de Chine. Sur des millénaires, vous avez des interconnexions extrêmement fortes. Et on a une histoire qui d'abord se passe prioritairement en position plutôt centrale, on va retrouver le croissant fertile, puis après au bout, là on va retrouver plutôt l'Europe, mais vous avez des structures géographiques qui sont des champs géohistoriques importants. Voilà, ça c'est pour donner, peut-être concrétiser un peu le terme. Et si je peux rebondir, cette proximité, enfin, on a l'histoire de ses voisins, ses voisins dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et quelque chose une réflexion que je me fais souvent, c'est que on peut avoir tendance à essentialiser certaines aires culturelles, par exemple entre l'Europe et le Proche-Orient ou des choses comme ça, mais à travers certains codes culturels. Mais dans la perspective historique, on peut se rendre compte à quel point des sociétés qui étaient voisines, qui pouvaient être très différentes et perçues par les contemporains comme très différentes, sont infiniment plus proches les unes des autres que celles que plusieurs siècles ou plusieurs millénaires après, les nôtres, qui nous considérons comme les héritiers de telle ou telle de ces sociétés. Donc on a aussi une proximité dans l'espace et aussi dans le temps. Oui, c'est vraiment, effectivement, ça me concerne directement ce que vous dites, parce que c'est le problème de construire le plan d'un atlas historique que vous venez de poser. Parce que quand vous prenez une double page, alors l'idée est d'avoir des doubles pages homogènes, hein, c'est un choix de lisibilité. Il y a belle lurette d'ailleurs que les manuels scolaires ont compris ça. Donc d'avoir une double page homogène sur un thème, il peut y avoir une seule carte ou plusieurs, j'aime bien qu'il y en ait une parce qu'elle prenne toute la place, c'est l'objectif. Mais quelles sont les doubles pages d'avant et d'après ? Or, est-ce que c'est le même cadre géographique ? Alors, j'aime pas ce terme, mais ça perdra plus vite. Vous prenez l'Empire sassanide, est-ce qu'avant vous avez des Parthes ? Est-ce qu'après, qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous allez avoir l'inclusion dans un monde, dans l'Empire arabe. Mais, ou bien alors, est-ce que les voisins de votre monde iranien, ce sera le monde méditerranéen et le monde indien ? C'est-à-dire qu'une proximité géographique. Oui, c'est une question très simple. Hein. Est-ce que c'est un tableau à double entrée de l'espace et du temps ? Et comment, dans un livre qui lui est linéaire, c'est une succession, c'est un récit qui ressemble beaucoup à une bande dessinée, eh bien, comment dans cette succession, vous allez construire justement l'espace ? Je veux dire que pour faire un atlas
géohistorique dans ce cas-là, qui tient compte des proximités spatiales et des successions temporelles, eh bien, il n'y a pas de solution miracle, hein, et qu'il faut chaque fois faire des choix, éventuellement les justifier. Ce qui amène à une seconde question, et je suis ravi d'avoir un antiquisant sous la main, parce que c'est censé être lui qui me torture, là, mais je vais renverser les rôles. Donc c'est une petite dialectique du maître et de l'esclave qu'on va faire. J'aime beaucoup poser la question, où est l'Antiquité ? Parce que c'est une question justement vous froncez les sourcils. C'est une question qu'on se pose pas souvent. Quand est l'Antiquité ? Oui, bien sûr. Bon, ah oui, non, ça se termine pas au 5e siècle. Enfin bon, est-ce qu'il faut aller jusqu'aux conquêtes arabes ? Enfin bon, Mahomet, Charlemagne, c'est une vieille histoire, mais est intéressante. Donc vous avez maintenant ça supposerait quasiment de définir ce qu'est l'Antiquité, parce que moi je veux faire la carte de l'Antiquité. Si je me place au 2e millénaire avant notre ère, l'Égypte ancienne, le monde phénicien, la Crète, là, pas de problème, hein, on est chez vous, là, dans l'Antiquité. Mais si je vais à l'ouest, en Ibérie, en Gaule, est-ce que je suis dans l'Antiquité ? C'est un peu plus compliqué. Les gens du néolithique, de Moule, va me tirer les oreilles. Il va me dire « Ah non, c'est pas l'Antiquité, c'est chez moi, ça. Hein, ». Donc, vous avez quelque chose qui introduit une géographie. Il va falloir que je mette non pas une limite, mais une transition. Si je prends même notre monde romain, l'Antiquité inclut-elle le monde parthe, la Germanie ? Ouais, pour partie quand même. Mais je vais jusqu'où ? Est-ce que je prends la carte, un planisphère du 1er millénaire avant, puisque c'est la carte que vous avez retenue, est-ce que je montre des Mayas ? C'est l'Antiquité ? Bon, non, je ne pense pas que vous enseignez beaucoup les Mayas. Donc, il y a bien une géographie de l'Antiquité. Oui. Et voilà. Et donc, pour moi, ça veut dire quel est mon cadrage cartographique, hein ? Alors, je m'en tire en général parce que j'aime bien contextualiser et dire il faut cadrer large. Alors, c'est comme dans les photos, il faut qu'on voit à côté. Alors, si vous cadrez juste une France, puis en plus mieux, par exemple dans l'Atlas de la France, puis que vous gommez les pays voisins et qu'il y a une île France, un archipel parce qu'il y a la Corse, un bout d'un moment. Donc, vous éliminez toute contextualisation. Dans certains cas, sur la rhétorique graphique, on en reparlera, ça peut jouer. Mais le plus souvent, c'est au contraire un piège. Alors, oui, effectivement, où est l'Antiquité et quand, voilà, pour répondre à cette question, est-ce qu'on parle du 3e millénaire, du 2e, du milieu du 5e siècle avant, du 2e siècle après le cadre spatial ne sera pas Comme vous êtes pas un le même. historien, je sais la phrase que tout historien prononce très très vite, qui est « c'est plus compliqué ». Ça c'est un marqueur professionnel. Hein. Et vous avez parfaitement raison, c'est toujours plus compliqué. Donc, bien sûr. Simplement, il y a un moment où il faut simplifier. Il faut simplifier. Quand on enseigne, on fait un atlas, etc. Et alors, j'avais sélectionné celle-ci, mais je vais revenir peut-être sur une autre, parce que chacune de vos... ce que vous dites, ça provoque un petit peu, donc j'essaye de répondre. C'est justement sur le cadre chronologique d'une carte donnée. Une qui m'avait... Alors, on reviendra sur celle de Rome, évidemment. Une qui m'avait intrigué de ce point de vue-là, c'était sur l'utilisation récréative des animaux par les hommes. Et alors, est-ce que... Voilà, c'est celui-ci, c'est celle-ci, enfin ce groupe de 3 quarts. Oui. Et ce qui m'avait étonné, donc le thème me semblait passionnant, ce qui m'avait étonné, c'est le fait que les 3 quarts soient des instantanés de 2022. Les données sont à chaque fois pour 2022. Et je me suis dit que l'usage récréatif des animaux par les hommes ne datait pas de 2022, ni même des dernières décennies, et que introduire une perspective chronologique, je ne sais pas si ça aurait pu apporter un plus, ou après ça pose des problèmes de figuration, etc. Donc si je me permets de vous renvoyer la balle. Oui. Bon, sur le fond, c'est dans le rapport des sociétés avec les animaux, donc effectivement, ce que la plupart des lecteurs des atlas pouvaient avoir dans le rapport avec l'animal, c'était avec leur chien ou leur chat.
Bon, éventuellement, par ailleurs, avec les moustiques et les cafards, c'est aussi un rapport qui n'est pas le même. Mais entre les commensaux, comme on dit, enfin ceux qui mangent nos restes sans nous demander notre avis, enfin on fait ce qu'on peut pour les en empêcher, et puis nos animaux de compagnie qu'on élève souvent au statut de quasi-humains, enfin, j'élève, non, je suis en train de parler comme un vieux spéciste là. Qu'on intègre dans les sociétés humaines en tant que vivants non humains. Ça va, je suis plus politiquement correct. C'est dur de changer de langue, hein. C'est une question d'âge. Donc vous avez cet aspect qu'on ne pouvait pas rater. Et il me semblait intéressant, le classement a été assez élémentaire, mais d'avoir les animaux de compagnie. Je vous signale une chose qui est un peu plus en amont dans l'Atlas. On a fait, mais ça c'est des graphiques, les masses carbone. D'accord, on a repris, heureusement qu'on avait des scientifiques avec nous pour ça, on a repris l'ensemble du vivant sur Terre et on a tout compté en quantité de tonnes de carbone. Donc que ce soit des virus, des algues, des vaches ou des humains, ça rend très modeste. Hein, parce que... Mais enfin, ce qui est frappant, c'est que les animaux non domestiques, sauvages si vous voulez, ils représentent beaucoup moins que les animaux domestiques. Hein. C'est un rapport de 1 à 7, hein, je peux vous dire. Les humains eux-mêmes, et je n'ai pas compté les humains parmi les domestiqués, mais si j'avais inclus ce que en particulier l'archéologie anarchiste fait aujourd'hui, si j'avais inclus les humains comme domus, domestiqués, on aurait, c'est Scott qui fait ça, on aurait effectivement un poids encore plus considérable. Cela dit, ça reste très modeste par rapport aux poissons, par exemple, et puis alors aux arthropodes, c'est-à-dire aux insectes, aux crustacés, tous ceux qui ont leur squelette extérieur. Qui représente de loin la principale masse. Voilà. Mais les animaux, c'était un élément de type de construction historique qu'on fait dans le temps long, où on est choqué ou pas, par exemple, de manger un animal. Alors, on peut être choqué de manger tout animal. Enfin, il y a un moment où ça devient complexe à défendre, mais vous pouvez avoir des tas de sociétés. On a eu des tas de sociétés où il n'est absolument pas scandaleux de manger du chien. Les Amérindiens, aujourd'hui encore dans le sud de la Chine et beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, manger du chien, ça n'a rien de scandaleux. Bon, je suppose qu'il y a un certain nombre de... Alors, je ne sais plus comment il faut dire, maîtres, référents, enfin là aussi, ça évolue, qui ont dans leur famille un chien, ça va, ou un chat, et l'idée de le manger, je pense, ne semble pas à l'ordre du jour. Voilà. Mais c'est plus complexe si vous introduisez les courses de chiens à ce moment-là. Et puis bon, comme je suis en Languedoc, je pourrais dire la corrida. Je ne vais pas déclencher de polémique. Hein. Donc, vous avez là quelque chose qui est un rapport intéressant aux animaux. Donc, ça aurait été absurde de ne pas le marquer. Bien sûr, oui, non, tout à fait. Et, moi, j'avais été très, très content de ces cartes-là. Et surtout, donc les trois cartes. Donc, la première sur les animaux de spectacle. La deuxième sur les jeux, donc les courses, les combats de coqs, etc. Et en fait, si on superpose les différentes cartes, on se rend compte que, alors, le progrès, on pourra revenir sur cette question de progrès, il ne se situe pas nécessairement toujours au même endroit, mais disons, pour des gens qui se placent du côté de l'antispécisme ou de la défense des animaux, on se rend compte que la France cumule beaucoup d'inconvénients. Elle apparaît souvent avec plusieurs figurés qui se superposent. Par exemple, sur la carte en haut à droite, on a à la fois les combats de coqs, la corrida et au moins 2 types de courses. Et ça doit être un des pays qui cumule le plus de ces facteurs. Oui. Alors, et on n'a pas mis l'alimentation. Oui, mais c'est peut-être aussi peut-être un biais d'information. Mais il y a une chose très très simple. C'est que là, on a les usages non biologiques, si j'ose dire, des animaux, c'est-à-dire pas ceux qu'on mange ou dont on mange les produits, les sous-produits ou qu'ils utilisent pour le fumier, etc. Donc, on n'est pas dans une dimension productive ou de reproduction humaine. Et il s'agit fondamentalement de quelque chose qu'on peut qualifier de loisir, ou si je vais même plus loin, de luxe. Or, si vous faites une carte des animaux domestiques, ça peut, en incluant les gens qui élèvent des araignées, enfin bon, on n'ira pas loin si on fait ça quantitativement, mais en incluant les cochons d'Inde, par exemple, vous aurez une carte des pays riches.
C'est très simple, hein, c'est vraiment... et même précisément, parce que là, il y a un biais culturel, une carte de l'Occident. Par exemple, on le retrouve beaucoup moins au Japon. Pourtant aussi, voilà, en Corée, pourtant aussi riche. Hein. Mais ils s'y mettent aussi. Mais enfin, globalement, vous aurez une carte de l'Occident, si je veux, donc des pays riches et dans une tradition culturelle européenne. Vous remarquez que si je vous avais dit, bah, tiens, je vais prendre la carte des pays qui ne pratiquent pas la peine de mort ou qui la récusent, au moins en partie, pour inclure les États-Unis, par exemple, bah, vous auriez la même carte également. Les cartes où le mariage pour tous est possible, même carte, etc. Je ne dis pas que quand on aime les toutous, on est pour le mariage pour tous. Ce serait vraiment... Ça, c'est ce truc évidemment, il faut récuser, dénoncer, que tout géographe va dire, qui est la corrélation cartographique. Hein. Vous constatez qu'il y a des cartes des champignons, puis des cartes des gens qui... je sais pas, moi, préfère le thé au café, qu'elles correspondent. Bon, bah, je laisse ça à Hervé Lebras, pas à Hervé Lebras, pardon, à Emmanuel Todd, il fait ça très bien, de faire des corrélations quand même un peu rapides. Hein. Donc, mais, en tout cas, quand il y a des récurrences régulières, ça amène à se poser des questions. Et effectivement, les toutous et les minous, c'est une affaire d'occidentaux. On peut, alors on peut enchaîner sur une autre carte sur les. Voilà, j'en avais sélectionné deux. Alors vous allez me dire si vous préférez les transports ou les hydrocarbures. Peu importe. Bon bah les hydrocarbures, restons sur celle-ci que je trouvais particulièrement intéressante parce que c'était de bons exemples de cartes géohistoriques. Pour le dire autrement, et notamment voilà pour les lycéens et lycéennes ou anciens lycéens et lycéennes qui ont été rompus à l'exercice du croquis et les collègues d'histoire-géographie aussi, c'est une carte dont le plan de la légende est chronologique et donc qui permet de retranscrire des évolutions. Ici, en l'occurrence, comment les sociétés, alors peut-être d'abord les sociétés riches, mais ça a eu nécessairement des conséquences à l'échelle mondiale, sont devenues dépendantes structurellement des hydrocarbures, avec différents mouvements historiques. Le premier du milieu du 19e au milieu du 20e siècle de notre ère, deuxième moitié du 20e siècle et depuis 2000. Et d'une façon plus générale, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont plus faciles à cartographier que d'autres et des thèmes dans lesquels l'articulation entre histoire et géographie est plus facile que d'autres? Je vais séparer deux points. Il y a un point sur le plus ou moins facile à cartographier, puis il y a un point sur le temps et la carte, le récit dans la carte. Oui, apparemment les deux cartes que vous aviez, sur lesquelles on avait le choix là, c'était des cartes qui ne surprenaient personne, j'imagine, avec des planisphères assez classiques, même si je pourrais longuement gloser sur les choix de planisphères, le fond de carte, hein, comme on dit, une expression que je déteste. Le fond est une forme et surtout un message. Mais en fait, dans le détail, il s'agit de cartes qui sont plutôt dans le passé. Et ça, c'est une chose que je regrette beaucoup, mais pour des raisons qui sont évidemment à la fois économiques et de place, que l'on n'utilise pas assez de cartographie dans le passé, dans les manuels d'histoire, si vous voulez. C'est ce qui identifie généralement quelque chose de géographie. Vous feuilletez, vous ne savez pas le lire, vous le regardez en japonais, par exemple, ou en arabe, vous ne savez pas le lire, mais vous voyez des cartes. S'il y en a plein, c'est de la géo. Donc, c'est vrai, par exemple, pour les examens, enfin pour tout. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait dommage, parce que, personnellement, je trouve que ça devrait être une écriture, c'est un mode d'écriture, la carte, qui devrait être présent partout, parce qu'il y a partout de l'espace, quel que soit le point que vous abordez. Hein. Donc, je sais que le principal adversaire de la carte en histoire, ce sont les historiens eux-mêmes, parce qu'ils disent on n'a pas l'information. Voilà, parce que effectivement, le propre d'une carte, c'est que ça ratisse tout. S'il y a un blanc, un manque d'information, un blanc de la carte, eh bien, ça se voit. Alors, ça peut être gênant d'ailleurs, mais surtout, ça veut dire qu'il y a une partie de la carte où il n'y a rien à dire. Donc, c'est souvent quelque chose qui entraîne une sorte de réticence. Mais le deuxième problème qui me semble plus important, c'est que quand on a un minimum d'informations et qu'on va faire la carte, comment on va représenter une évolution
dans la carte. Alors, il y a des cartes où la logique temporelle est évidente, celles qui sont une diffusion, ou d'ailleurs sont négatives, parce qu'une diffusion, c'est toujours l'inverse, c'est-à-dire aussi une rétractation, des rétractations. Donc, vous avez c'est quand les choses bougent, par exemple, quand l'Antiquité se diffuse à l'Ouest. Donc, vous avez là des cartes où la temporalité est assez simple et la légende est construite par étapes. Construire des cartes pour le monde russe, par exemple, c'est assez simple, ça prend de la place. Donc, on a des étapes successives de construction de ce monde, à partir du XIIIe siècle. Hein, je ne remonte pas à la Russe de Kiev, ce qui est autre chose. Donc, vous avez ça c'est pour la géopolitique contemporaine. Donc, vous avez des éléments où la temporalité est évidente. Mais autrement, quand vous voulez montrer de ce qu'on fait d'habitude par un discours, et ce que je ne répugne pas à faire par une chronologie aussi, c'est à ce moment-là d'introduire de la temporalité. Et dans ce cas-là, la raison est simple, c'est un plan. Le plan de la légende. Et une légende, c'est toujours un plan. Je ne parle pas simplement à mes collègues profs d'histoire géo ici. C'est pour tous. On raconte quelque chose. Et dans une légende, il y a des choses qui sont au début et qui sont à la fin. Et ce n'est pas innocent de le placer plutôt au début ou plutôt à la fin. Donc, on va construire quelque chose. Et ensuite, il faut que la sémiologie graphique, que l'écriture même de la carte, soit cohérente. Parce que, alors, Dieu sait, j'ai des florilèges énormes là-dessus, où on voit des cartes où il y a une réflexion temporelle. Ça pourrait d'ailleurs être une typologie d'une autre nature. Et puis, les figurés n'ont aucun rapport. Alors, on me dit, il suffit de regarder la légende. Ben non, parce qu'une carte, c'est une vision globale. C'est quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est l'écriture, la lecture plutôt. La lecture d'une carte, comme de toute image, elle est d'abord globale, et elle peut n'être que globale. C'est ce qu'on fait pour une publicité, par exemple, qu'on regarde rapidement. Et elle est peut-être analytique dans le détail. Le grand cartographe Jacques Bertin opposait les cartes à voir et les cartes à lire. Il y a des cartes qui sont des annuaires, des bases de données, où on a des tas de points. Alors il faut regarder, oui, il y a ça, c'est ça. Bon, c'est une source d'information cartographiée. Mais oui, vous avez des cartes qui sont là, et ça, c'est, je trouve, la vraie cartographie passionnante, qui consiste à vous donner une réflexion, à vous dire, voilà, il y a une diffusion. Un exemple sera plutôt médiéval, celui-là, mais j'aime bien dire, quelles sont les limites de l'Europe ? C'est pas l'Antiquité, cette fois-ci, ça semble plus logique, c'est une question géographique. Question toujours actuelle, l'Ukraine ou la Turquie sont-ils en Europe ? Eh bien, les limites de l'Europe, si vous prenez un marqueur de la société européenne comme une architecture qui n'était faite qu'en Europe, qui n'a que des sociétés européennes, même si ça avait des passés romains anciens, comme l'architecture romane, gothique, pour prendre des typologies du 19e siècle, ou baroque. Donc vous avez vous faites la carte du roman, puis la carte du gothique, c'est nettement plus grand le gothique, ça va plus loin. Alors, pensez juste à l'Espagne, puisqu'on est à Toulouse, ça s'étend nettement plus vers le sud. Mais ça s'étend en Scandinavie, ça s'étend à l'est aussi. Et puis si vous mettez le baroque, alors là, l'Europe est encore plus grande, parce que vous avez la Russie qui est intégrée, et puis vous avez l'outre-mer, vous avez Platoresque mexicain, etc. Donc vous avez c'est le même problème que notre Antiquité. Si vous voulez. Vous avez, pour le géographe, des cadrages, mais vous avez aussi une historiographie que vous pouvez cartographier et qui vous donne tout un récit. Voilà. Alors, justement, je rebondis pas sur les historiens qui s'intéressent pas assez aux cartes, mais sur justement... Ça, voilà, non, mais c'est pour mettre en scène un petit peu une des choses qui m'a beaucoup frappé aussi sur certaines cartes, et justement sur l'articulation entre les deux discipline, c'était qu'est-ce qu'on cartographie justement et qu'est-ce qu'on peut cartographier dans un atlas et dans une carte qui porte notamment celle sur la pêche. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Puisque ce qui m'avait frappé, c'est que je vais la réduire, elle est un peu grande, on voit pas tout. Et voilà. Et donc dans la légende notamment. On voit apparaître différents faits géographiques et historiques qui sont cartographiés depuis donc les figurés de surface le long des différentes côtes, plus ou moins foncées, en bleu, plus ou moins foncé ou plus ou moins clair, retranscrivent la productivité de la pêche observable maintenant. Donc là, on a des faits économiques brut, si je puis dire, mais on a aussi le trajet qui est ici, avec en flèche, c'est le Peacock dans Moby Dick. C'est-à-dire que sur la même carte,
et les autres petits figurés ponctuels sont liés aux représentations d'outils de pêche ou de produits de la pêche dans l'iconographie préhistorique. Donc ça veut dire que sur la même carte, on a des faits économiques bruts très contemporains, la productivité de la pêche, mais on a aussi des éléments d'œuvres de fiction, comme le peacock dans Moby Dick, ou des produits, des représentations liées à la pêche dans les sociétés préhistoriques. Et j'ai trouvé que cette utilisation de différents types de sources, c'était très, très historien. Et je me suis dit, ben oui, c'est vrai qu'on peut aussi cartographier des faits culturels sur une carte telle que celle-ci. Alors, je reviens à la carte, effectivement. Mais avant, oui, c'est vrai que vous avez raison. Le plus difficile, le plus facile à cartographier, c'est la matérialité. En archéologie, c'est beaucoup plus facile de cartographier ce qu'il y a des sources archéologiques pour l'antiquisant que ce qu'il y a des sources textuelles. Donc, de ce fait, il y a une sorte de primat matérialiste qui collait bien avec d'ailleurs Braudel, avec une vision très très technique, matérialiste du monde et de la société, et même un certain matérialisme historique marxiste d'ailleurs. Donc, aux bases, aux fondements structurels. J'avoue que évidemment, c'est plus du tout la manière qu'on peut aujourd'hui avoir d'envisager les sociétés et que ça pose une question aux géographes, à la cartographie. Et que de ce fait, par exemple, mais j'ai participé à des tas d'atlas autres que les miens, dans ceux du monde, par exemple. Donc, cartographier les religions, c'est un élément qui est un défi tout à fait intéressant, puisque par ailleurs, aussi, quand on cartographie des humains, on cartographie des mobiles, des gens qui bougent. Donc, c'est aussi tout à fait intéressant. Bon, je ferme cette parenthèse sur le matériel et l'immatériel représentés. Pour cette carte, on est à la fin de la 5e partie, c'est-à-dire celle, en gros, de l'homme qui construit la société après l'animal humain, qui est... on pourrait appeler la préhistoire pour aller vite. Et je voulais insister sur une idée simple qui était qu'aujourd'hui, nous sommes toujours des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs pour au moins un point qui est la pêche en haute mer et la pêche en eau douce, non élevage. Alors, l'élevage aujourd'hui, l'élevage des poissons, des crustacés, représente autant en volume que la pêche à proprement parler d'animaux sauvages. Mais en prix, en qualité, c'est totalement différent. C'est beaucoup moins. Donc, vous avez une activité qui est tout simplement paléolithique. C'est-à-dire que même dans notre alimentation aujourd'hui, c'est intéressant pour les chocs de temporalité, quand vous achetez de la dorade de haute mer, du bar à la ligne, etc., c'est bon, enfin pour ceux qui sont pas véganes, vous avez quelque chose qui nous relie à une période de chasseurs-cueilleurs, pêcheurs, bien sûr. D'où la présence de tout le fond préhistorique qui devait être présent dans la carte. Qui va néanmoins jusqu'au présent, puisque c'est le message essentiel de dire, bah oui, les pêches aujourd'hui, vous avez des zones de pêche qu'il faut ensuite corréler aux zones de vie, mais c'est pas dans cette carte, mais aux zones où il y a les océans, enfin l'océan, il n'y en a qu'un. L'océan, c'est comme les terres émergées, là c'est un pluriel, il y a des régions désertiques et des régions extrêmement vivantes. Donc les pêches en sont une parfaite illustration, puisque c'est évidemment là où l'on pêche. Mais vous avez aussi l'introduction de représentations que l'on peut avoir de la pêche, et il me semblait utile que la plus célèbre histoire, qui est celle vis-à-vis des baleines, qu'on retrouve à d'autres moments, enfin pas l'histoire, mais les baleines, dans l'Atlas, c'est des remarquables puits de carbone, donc il y a une carte là-dessus. Donc vous avez de l'histoire de Moby Dick, de la mort d'Achab, d'avoir toute la représentation de ce trajet que souvent on ne représente pas. C'est pourtant beaucoup plus facile à cartographier que les périples d'Ulysse. Ah bah ça, je vous le fais pas dire, parce que quand vous avez parlé de la cartographie des faits culturels, donc oui, la carte de l'Odyssée, c'est un vieux fantasme qui a été
sur lequel je passe. Mais je pensais aussi aux pêcheurs d'Islande. Oui, Enfin, voilà. Oui. J'ai hésité. Je peux vous dire que j'ai hésité, mais je me suis dit non, quand même, c'est pas exactement l'objet. Ça serait une autre carte, qui serait la représentation de la pêche, etc. Donc, on s'est limité juste au plus célèbre. Voilà, mais c'était. En tout cas, voilà, je trouvais ça passionnant. Et sur les. Donc, ouais, évidemment, toutes les cartes le sont. Alors, peut-être pour en venir au thème du festival à l'honneur, sur la question du progrès, justement. Et donc, le thème du festival cette année, c'est « Il était une fois le progrès ». Et donc, comment cette thématique, elle résonne avec l'approche que vous développez dans cet atlas? Et est-ce qu'on peut cartographier le progrès? Et est-ce qu'on peut cartographier l'histoire du progrès d'une certaine façon? Je ne sais pas si le festival donne une définition du progrès. Ça serait pratique pour répondre. En fait, oui, bien sûr, c'est une question qui ne pouvait pas ne pas se poser. Alors, dans une certaine mesure, je dirais qu'il y a deux moments où la question se pose. La première, je vais y revenir dans un instant, c'est dans la 7e partie, celle qui est plutôt sur la construction de la mondialisation, et qui est ce que je vous évoquais tout à l'heure, être maître et possesseur de la nature. Et puis, il y a dans la double page, enfin dans la 8e partie, celle dont je dis souvent que c'est celle que je voudrais un jour ne plus éditer, enfin, ça sera bien après moi, qui est l'ère du carbone. La 8e partie s'appelle l'ère du carbone, donc ça me semblait la définition précise, plus que de parler de révolution industrielle, de l'élément qui nous concernait dans notre rapport à la Terre, puisque ça consiste à prendre non pas des mémoires, mais des héritages qui remontent à 250 millions d'années, 250 millions d'années au Carbonifère, c'est-à-dire celles d'immenses forêts qui se sont fossilisées et nous ont donné nos veines de charbon. Il y a bien sûr, il y a du charbon qui s'est produit géologiquement un peu après. Il y a toujours de la tourbe qui se produit, mais c'est peu de choses. Bon, l'essentiel, c'est ça. Il se trouve qu'il y avait il y a eu une explosion de vie végétale il y a 250 millions d'années, pendant plusieurs centaines de millions d'années, d'où cette archive, comme par ailleurs, dans d'autres moments, des fonds de lagunes où il y a eu des animaux marins qui se sont sédimentés, qui ont donné du pétrole. Mais là, c'est plus chronologiquement varié. Vous avez un moment historique précis qui donne un héritage et qu'on consomme en 2 siècles, en gros. Enfin, on n'a pas tout à fait fini. Il reste pas mal de charbon sur Terre, mais enfin, j'espère qu'on ne mangera pas tout. Mais vous avez là quelque chose qui était une solution de facilité absolument extraordinaire. Donc, on s'en est malheureusement pas privé, mais qui nous place dans 2 temporalités au minimum. Alors, dans cette histoire de l'ère du carbone, ça a donné tout à fait l'idée du progrès au sens premier de la vision scientiste, évolutionniste du monde, née avec la philosophie des Lumières, ce qu'aujourd'hui on appelle la modernité. Donc cette idée que oui, il y a du progrès. Ce progrès étant une sorte de paquet cadeau dans lequel on a l'augmentation du niveau de vie, l'augmentation de la durée de la vie d'abord, l'augmentation aussi des biens dont on dispose, des outils dont on dispose, des moyens de transport, etc. Mais aussi peut-être l'augmentation du nombre d'atlas historiques, en tout cas de tas d'objets, mais aussi de démocratie, de liberté d'expression, de vie individuelle, de possibilité de vivre sa sexualité comme on l'entend, etc. Vous voyez, vous avez tout cet ensemble qui est vendu au 19e siècle, si j'ose dire, et encore, moi, quand je suis né, c'était en plein dedans, dans cette idée de progressiste, que l'on a une sorte de marche du progrès. Alors ensuite, on se disputait beaucoup pour savoir qu'est-ce qui devait être le bon ou le mauvais progrès, qu'est-ce qui était le plus urgent, le grand soir plutôt que la croissance économique. Enfin, mais c'est quelque chose qui était fondamentalement partagé par tous, qu'on soit en Union soviétique ou aux États-Unis. Et cette idée, est-ce qu'on y a gagné? Est-ce que la vie... Et la carte a le titre de la carte a un point d'interrogation. Il ne répond pas non, il ne répond pas oui non plus, mais il ne répond pas non. Donc vous avez une liste de quelques jalons qu'on a choisis, et vous avez tout un fond sur l'espérance de vie, un fond démographique, puisque l'un des éléments les plus faciles à mesurer du progrès, c'est le fait qu'on vit beaucoup plus vieux individuellement et que surtout on ne meurt pas jeune.
C'est fondamentalement, il suffit de remonter au XVIIIe siècle pour que dans les pays les mieux nourris du monde, on avait une chance sur 4 de mourir avant son premier âge, son première année, et puis une chance sur 4 de plus, donc une chance sur 2 au total de ne pas atteindre l'âge de 20 ans. Alors après, c'était bon, on atteignait on était à peu près quinquagénaire, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Mais vous avez eu ce double phénomène de régression considérable de la mortalité infantile et d'augmentation de l'âge moyen au décès, qui n'est pas exactement l'espérance de vie, mais pas rentrer dans le détail. Donc vous avez cet élément-là, sans compter bien sûr des tas d'éléments dans la vie quotidienne qui nous la rendent moins douloureuse. Par exemple, quand on vieillit, j'ai des prothèses de hanche, je veux dire que c'est un sacré progrès. Je vais le dire au premier degré. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Est-ce que c'est quelque chose? Et c'est à corréler à l'ère du carbone. Parce que là, le lien est assez facile à établir. On est bien dans une consommation d'éléments terrestres et qui sont de plus en plus manifestes. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse. Moi, je n'ai pas apporté la réponse dans l'Atlas. Non, mais des éléments de réflexion et une façon de mettre les choses à plat, si on peut dire. La carte, elle peut servir à ça. Et c'est vrai que celle-ci, c'est peut-être plus un choix graphique, mais le fait de faire figurer le progrès sous forme circulaire, je trouve que c'est très réussi d'un point de vue graphique, celle-ci, parce qu'il y a l'idée de la représentation du temps un petit peu sous la forme d'un cadran, et qui permet d'avoir la légende, une partie de la légende sous cette forme-là, et d'articuler le temps et l'espace, que je trouvais, c'est plutôt un choix graphique, cartographique pur, mais que je trouvais assez non, mais je vous intéressant. remercie d'avoir noté ces éléments graphiques, parce qu'il y a une rhétorique graphique. Ça, on peut, c'est une chose, on peut jouer sur l'écriture graphique beaucoup plus encore que sur l'écriture textuelle. On a beaucoup plus de possibilités en réalité, parce qu'on a des couleurs, parce qu'on a des formes, parce qu'on a des cadrages. Enfin, on a des tas de choses. Ce qu'on n'a pas, c'est qu'on peut pas franchir la page, à la différence du texte. Ça devient une autre carte. Et ça, c'est intéressant. Et vous avez dans les rhétoriques graphiques le fait de choisir le temps représenté évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un réveil qu'on a mis une métaphore de notre mode de représentation du temps, comme l'abscisse de gauche à droite. Vous avez l'intensité qui est jouée, et puis un planisphère qui est volontairement avec en pile poil l'Europe au centre, parce que c'est une histoire d'abord européenne, ce qu'on raconte. Donc là, on est bien dans les types de procédures de graphique pour essayer d'interpeller, de jouer là-dessus. Et vous avez raison, c'est une mise à plat. Je suis d'accord sur la formule, une carte, c'est plat. Donc ça permet de mettre à plat les choses et donc de ne pas apporter de réponse, mais d'apporter des éléments à la réflexion de tout le monde, puisque c'est pour ça qu'on fait des sciences humaines d'une certaine façon, c'est apporter un regard un peu plus spécialiste, c'est-à-dire on a un peu plus de temps de regarder certains phénomènes pour les mettre à contribution de la société et faire de la politique, c'est-à-dire réfléchir ensemble à l'administration et à la vie commune. Et donc, on n'apporte pas de réponse, mais on met à disposition des éléments et on les met à disposition dans un discours. C'est-à-dire qu'une carte n'est jamais neutre. Il y a des choix qui sont éditoriaux, qui peuvent être très concrets, le fait qu'on ne peut pas tourner la page, mais voilà, il y a... Oui, c'est une chose qu'on aurait, d'ailleurs, je suis désolé, j'aurais dû le dire beaucoup plus tôt, parce que c'est vraiment très en amont, très important. La carte est un piège, disons que cartographier donne une responsabilité plus grande. Je peux raconter une anecdote, c'était un truc quasi pour enseignants. C'était il y a 30 ans maintenant, c'était dans l'équipe qui créait l'agrégation interne. Peu importe. Mais on était bourré de didacticiens, je peux vous dire, dans l'équipe. Et on s'était mis à faire une petite enquête auprès des candidats à l'oral, qui était de dire, puisqu'il y avait des études de documents, évidemment, parmi les documents, quel est le degré de fiabilité que peut avoir un texte, un tableau statistique, une carte et une photo. Voilà, je peux vous dire que c'est là où... Si la bonne réponse, c'est pareil. Ils sont tous aussi, ils doivent tous être critiqués comme documents. Ils ont tous des choix. Eh ben non, toutes les réponses pratiquement hiérarchisaient en disant, oh là là, le texte, on peut dire n'importe quoi. Les statistiques, si je prends une plaisanterie de Pierre Dac, je dirais que tout le monde sait que 48% des statistiques sont fausses.
donc y compris celle-là, bien sûr. La photo, oui, on sait que les photos, d'abord, ça se truque. Hein, on connaît tous les staliniennes, mais tout le monde sait le problème du cadrage. Mais la carte, alors là, c'est celle à qui on faisait le plus grand crédit. Et il faut que les cartographes, effectivement, en soient conscients. Parce que c'est pas parce que quelque chose est cartographié, d'abord que c'est vrai, les cartes peuvent mentir. J'ai préfacé le bouquin qui s'appelle Comment faire mentir les cartes, hein, qui est un très vieux classique de la cartographie. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait, entre autres, comme je le disais tout à l'heure sur les choix des variables graphiques, dire, voilà, je vais vous montrer qu'on vit plus vieux ou qu'il y a faire une carte du vote du Rassemblement national, et puis faire des choix graphiques qui montrent le contraire, tout en étant honnête. C'est-à-dire, par exemple, si vous mettez une carte de densité, là où c'est le plus foncé, c'est là où il y a le plus de personnes. Spontanément, vous n'allez pas regarder la légende, vous dites c'est noir, il y a plein de monde. D'abord, la légende peut dire le contraire, éventuellement. Et puis, effectivement, en théorie, le noir, c'est l'absence de couleur, le blanc, c'est toutes les couleurs. Donc, si on voulait une certaine logique, on pourrait dire le contraire. Oui, là, je suis vraiment dans des remarques tout à fait élémentaires. Donc, ne faites pas confiance aux cartographes. Hein, attention, il faut les soumettre comme les autres à la même torture. Hein, dire, attendez, a priori, c'est peut-être suspect ce que vous êtes en train de dire. Donc, en tout cas, c'est subjectif, c'est sûr. Donc, il faut. Alors, quand je dis ça, ça m'est arrivé de dire cette phrase ne faites pas confiance aux cartographes. Tous les cartographes que je connais m'ont sauté dessus à la sortie de l'émission. Je me suis fait injurier parce que comment non, c'est pas plus qu'aux gens qui écrivent des textes. Enfin, je veux dire, pas plus, pas moins, mais c'est absolument pareil. Donc, oui, et ça, c'est une chose qu'on n'apprend pas assez. Parce qu'on apprend à critiquer un texte, éventuellement une image non rationnelle, hein, un tableau, etc. Mais un texte, voire des statistiques. Hein, dès qu'on fait un peu de sciences économiques, on apprend à contribuer à attaquer les statistiques, parce que sinon, on est foutu. Donc, évidemment, le cœur du métier d'historien, c'est la critique des textes. C'est à la base de n'importe quel métier de journaliste, etc. Mais les cartes, finalement, pas tant que ça. Donc, parce qu'on ne sait pas forcément les écrire, parce qu'on se fait facilement avoir. Donc, je trouve que c'est pas pour militer pour ma boutique et dire il faudrait enseigner la cartographie, mais il faudrait être capable au moins, et souvent ça veut dire être capable de les griffonner soi-même, mais être capable d'avoir un peu de recul et d'analyse critique vis-à-vis des cartes. Oui, ça, donc, y compris les atlas des arènes. Hein. Oui, non, ça, j'y souscris totalement. Et tout ça est un discours qui est produit, même si c'est pas une question d'honnêteté ou de malhonnêteté, mais il y a des biais, comme il y en a dans toute construction de documents. Et avant de passer aux questions, puisque je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voudront poser des questions, peut-être juste terminer sur... dans les cartes que j'avais présélectionnées, sur la question du progrès et de la perspective qui peut souvent être celle des géographes et des géohistoriens d'une façon plus générale, c'est celle de qu'est-ce qu'on fait avec la crise climatique notamment, et comment les géographes notamment peuvent apporter une contribution intéressante qui sera très lucide, mais qui ne sera pas non plus catastrophiste, si je puis dire. Enfin, ça, c'est des choses que je conservais de mes cours de géo quand j'étais à la fac, et que j'ai toujours gardé à l'esprit, et que j'ai retrouvé dans votre introduction et dans les pages qui étaient consacrées à la crise climatique. Donc ma mission, c'est d'être lucide et pas catastrophiste. Hein. C'est pas du tout. Voilà. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que si vous voulez me dire, mais si, il faut être catastrophiste, etc. Et là, en l'occurrence, on rentre dans un domaine qui est, je dis pas militant, mais enfin qui est celle d'un citoyen qui donne des positions. Donc, je suis pas catastrophiste du tout en tant que gestion de la planète Terre et des possibilités que l'on a. Je vous donne juste un chiffre qui serait 2,8 milliards de dollars. C'est le chiffre des dépenses officielles, en réalité c'est beaucoup plus, pour les armements dans le monde.
si on les utilise pour faire de la transition climatique, il n'y a aucun problème. Le problème sera résolu en même pas en quelques décennies, en une ou deux. Évidemment, je rêve sur le plan géopolitique, inversement, en disant ça. Donc les moyens existent. C'est pas le problème n'est pas là. Le problème, il est politique, il est de tenir compte des écarts de revenus, des écarts de mode de vie, etc. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, ce sera un autre sujet. En tant que cartographe, de ce fait, on peut présenter les deux cartes, ce que je n'ai pas fait directement ici, mais les types de moyens. Dans la dernière partie, on esquisse un certain nombre de choses, sachant qu'il y a d'autres problèmes à gérer qui sont simultanés, de ceux que je viens d'énoncer, qui sont déjà lourds, mais l'un d'entre eux est le vieillissement de la population mondiale. Ça, c'est un problème que les plus jeunes, les plus vieux, ils auront plus de problèmes, mais les plus jeunes ici, mais bon, ils ne sont pas très nombreux. Donc, pour vos étudiants, vos élèves, vos anciens élèves, le problème, ça sera effectivement le problème de l'écart d'âge, y compris d'ailleurs du dynamisme que ça suppose. Je vous rappelle par exemple que à quel moment historique la France a été l'été la plus jeune ? C'est 1789. Alors là, je peux appliquer ce raisonnement à des tas d'événements historiques, vous verrez que ça marche très bien. Donc, vous avez une possibilité, vous avez des éléments de problèmes à gérer qui supposent effectivement de les montrer de manière optimiste ou pessimiste. Et dans ce cas-là, c'est un choix qui est militant, et le mieux, ce serait de représenter plusieurs types de cartes que l'on peut avoir. Ça sera pas pour le prochain, l'Atlas historique du ciel, mais celui d'après, ça sera l'Atlas historique de l'économie. Mais enfin bon, là, il y aura probablement un lien avec Esther Duflo. Donc, oui, juste pour appuyer l'importance de la démographie, ça c'est une variable qu'on laisse souvent de côté. Ah oui, alors, là vous avez montré aucune des courbes. Oui. Il y a un sous-atlas, enfin pas un atlas d'ailleurs, parce que ce sont des graphiques, mais il y a un fil conducteur sur 4 doubles pages et demie, parce qu'il y a celle sur le vieillissement avec les projections à partir de 2023, donc en 2100, on ne peut pas aller plus loin, ça ne serait pas sérieux. Mais vous avez une trame systématique de la croissance. C'est constamment quelques reculs, mais c'est peu de choses. Le seul vrai recul, c'est la mort des Amérindiens. Ça, dans les courbes, c'est la seule chose qui se voit vraiment. La peste noire, c'est du détail. Mais 90% de la population amérindienne y est passée. Donc, vous avez je crois que c'est important, moi j'appelle ça la base continue démographique, d'avoir cela. Alors, très fréquemment, quand on fait un récit d'un moment historique, quel qu'il soit, on cadre parfois en disant au début, au départ, il y a X millions de personnes, et puis à la fin, il y a X plus Z millions de personnes, puis après on l'oublie complètement et on fait le même raisonnement à nombre de populations égales. Non, c'est pour ça que si dans le débat, la question précédente à propos de crise climatique, il y a une chose que j'ai personnellement toujours envie de m'élever, parce que c'est peanuts comme solution et que ça donne bonne conscience à peu de frais, c'est le localisme. J'ai rien contre les AMAP, je pratique aussi d'ailleurs, mais c'est pas en se nourrissant à moins de 250 km qu'on va régler le problème environnemental. C'est pas en n'allant pas faire du tourisme lointain qu'on le réglera. C'est pas en promenant de la tisane le matin plutôt que du café qui vient évidemment de loin, etc., qu'on réglera. Et au contraire, on déréglera parce que nous sommes dans une humanité entièrement connectée, où tous les individus sont reliés les uns aux autres de manière profonde, et ce d'ailleurs depuis longtemps, et que toucher aux connexions, ça bouge tout le temps, bien sûr, ces degrés de connexion, c'est quelque chose qui est un problème essentiel et qui est extrêmement dangereux. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à prendre l'avion, je n'ai pas dit ça du tout, mais qu'il ne faut pas avoir l'illusion qu'en diminuant ses propres petites connexions individuelles lointaines, on va régler le problème. Voilà. Bon, mais là, j'ai dépassé le problème de la cartographie. Bien, merci beaucoup. Je vais donner la parole à celles et ceux qui voudront la prendre, s'il y a des questions avec... Bonjour. Oui, j'ai une question sur la critique des cartes.
En fait, je trouve que sur les stats, sur les textes et tout, c'est assez simple Enfin, c'est beaucoup plus simple de critiquer, en fait, ne serait-ce que, par exemple, en se rapportant à la méthodologie, aux données de base qui ont été utilisées pour ensuite produire le texte ou des tableaux, par exemple. Mais sur les cartes, en fait, on ne sait pas sur quelles données se sont basés les cartographes. Enfin, souvent, une carte, elle est décontextualisée, on va dire. Enfin, on n'a pas accès à la méthodologie, à la construction des chiffres, parce que des fois, dedans, il y a quand même des statistiques qui sont représentées, ou enfin, en tout cas des choses qui sont quantifiées. Et du coup, c'était une question un peu sur est-ce qu'il y a un moyen de trouver ces données? Est-ce que, enfin, je ne connais pas très très bien la cartographie, donc enfin, quels outils est-ce que vous auriez pour justement avoir un regard critique sur des cartes qui sont souvent décontextualisées? Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Effectivement, il faut bien se rendre compte des étapes successives pour aboutir à une double page dans un atlas comme celui-là. Ça se traduit souvent par des personnes différentes. Par exemple, je fais un plan, j'ai l'idée d'une carte sur, mettons, les changements climatiques, puisque c'est celle-là. Celle-ci n'est pas de soi, mais la pêche, qu'on a vu tout à l'heure, qu'elle n'est pas de soi, elle. Je dis, voilà, on pourrait faire une carte là-dessus, voilà ce que je souhaiterais. Alors, il m'arrive moi-même de bicoler, puis je ne dis pas tout à fait jusqu'au bout, parce que c'est des grands pros qui font les cartes au bout. Maintenant, j'en ai fait des tas, mais ils font mieux que moi. Donc, mais je peux aller jusqu'à, techniquement, on appelle ça un brief, c'est-à-dire un scénario. C'est exactement l'équivalent du scénario pour le film. Un scénario, un storyboard complexe, détaillé, ou le crayonné, enfin qui va presque jusqu'au crayonné de la BD. C'est pour ça que j'aime beaucoup les comparaisons Atlas BD. C'est très proche. Donc ça signifie qu'on dit, voilà, je voudrais qu'il y ait une carte qui représente ça, ça et ça. Voilà des sources. Donc ça veut dire que la personne qui a fait le brief, ou l'équipe, des fois il faut être plusieurs, a été rechercher des statistiques, des informations, etc. Voilà comment je voudrais, ce que je souhaite qu'on mette en valeur. Je peux même essayer de le faire, moi je le fais généralement au crayon, on fait justement une image qui va être l'esquisse de la future carte. Ensuite, il y a le cartographe qui vient et qui dit « Ah non ». Alors là, je suis assez fréquent, ça c'est pas possible. Ça va pas du tout, on va aboutir à quelque chose d'illisible. Donc vous avez un aller-retour assez long qui sont comme les deux auteurs d'une BD. Le scénariste, ou d'un film d'ailleurs, le scénariste et le réalisateur ou le dessinateur. On a les deux éléments. Et on a même le coloriste d'ailleurs, comme dans les BD. À ce moment-là, vous avez tout un travail qui aboutit effectivement à opacifier, faire oublier tout ce qui était en amont, à commencer par précisément les sources. Alors, quand il s'agit d'un travail universitaire, moi j'ai toujours veillé, quand il s'agissait de cartographie dans un cadre universitaire, à ce que les sources ne soient jamais oubliées et qu'elles soient citées. Ça, c'est le minimum, c'est de citer ces sources. C'est évident que quand on a un travail grand public, c'est vrai aussi pour un texte, c'est exactement la même chose. S'il fallait pour chacune des cartes dire qui est intervenu, ce serait la moindre. On le dit globalement, au début, à la fin de la classe, mais on ne peut pas vraiment en détail pour chaque carte. Voilà, machin a fait ça. On l'a fait parce que chaque carte, en plus, quand elle est faite, est soumise à une critique d'un historien, quand il s'agit d'une carte, d'un géologue, etc. Il y a toujours eu, par exemple, par la revue Sciences et Avenir, qui sont en contact avec des tas de scientifiques, par la revue L'Histoire, sur la couverture, parmi les gens qui sont auteurs dans la couverture, il y a Héloïse Kolepka, qui est la rédactrice en chef de la revue L'Histoire. Je peux vous dire qu'elle a beaucoup mouillé sa chemise dans cet atlas. Eh bien, on contacte des historiens pour leur dire, voilà, alors, il y en a qui sont même venus, il y en a qui on a travaillé concrètement, je pense que je citais Jean-Paul Demoule, le spécialiste de la préhistoire, du néolithique, mais vous avez des gens dire, tiens, est-ce qu'on peut voir avec madame un tel, ou je ne vais pas citer tout un nom, mais s'il peut venir nous faire une analyse critique. Là, c'est mieux de le faire directement sur écran. Donc, ça devient tellement long et compliqué que pour chaque carte, pour chaque double page, il nous faudrait plusieurs pages de contextualisation. Alors, dans un contexte, je le rappelle, universitaire, il faut le faire. Mais en général, il y a beaucoup moins d'étapes. Mais plus on veut aboutir à une image simplifiée, lisible, mais en même temps documentée, plus vous avez d'acteurs. Et là, à moins de rajouter un volume supplémentaire, ce n'était pas possible.
Voilà, mais vous avez parfaitement raison. L'un des éléments de base, c'est le problème des sources qui ne sont pas forcément justes, qui sont des chiffres, voilà, que bien sûr, l'une des premières choses qu'on fait quand on a des sources, c'est qu'on les critique nous-mêmes. Hein, bien sûr. Et ça montre bien que c'est un objet complexe, hein, et c'est pour ça que ce serait intéressant qu'on le sache plus. Ça, je trouve qu'il faudrait travailler plus les cartes à l'école. Bonjour. J'avais une question, moi, qui était plutôt sur la forme. On a parlé de forme et de fond. On a vu un certain nombre d'exemples donc de cartes que vous avez montrées, pour lesquelles la représentation planétaire n'utilise pas le même fond de carte, même si vous n'aimez pas ce terme. Je voulais savoir quelle était la réflexion qui vous amène à choisir telle ou telle représentation en fonction de l'objectif de l'Atlas. Ouais. J'ai beaucoup écrit par ailleurs sur le planisphère, hein, je peux vous dire. Vous savez, il y a toute une histoire aussi de l'usage du planisphère qui est absolument passionnant. J'ai fait aussi une petite doc photo qui s'appelle Représenter le monde, hein, où essayer de travailler un peu ça. C'est très important parce que vous avez là de nouveau une question sur le type de public. Il m'est souvent arrivé, en particulier dans des stages de formation continue de prof, de faire une analyse critique systématique de tout un tas des planisphères utilisés. À la fin, mes collègues disaient « Oh oui, mais d'accord, mais alors on ne va plus faire de cartes. Hein. Parce qu'on ne peut plus utiliser un planisphère. Moi, je m'aime bien parler du message subliminal qu'il y a dans ce qu'on appelle le fond. Entre autres, il est souvent eurocentré. Bon, le découpage en continents, qui est tout à fait formel. Là, j'ai fait un bouquin chez Larousse là-dessus. Vous avez des tas de trucs hein, qui sont là derrière, et on se dit, oulala, dans quoi ai-je mis les pieds? Reculons prudemment. Non, au contraire, justement, il faut en faire. Simplement, il ne faut pas le faire naïvement. C'est la première chose. Et d'autre part, il faut aussi accorder un tout petit peu de temps à une analyse critique de la carte en tant que cadrage, représentation de ce type-là. Et c'est là où le rapport au public que l'on vise est important. Dans le type de dialogue avec des enseignants que j'évoquais, je sais que le réflexe banal, quand on est amené à faire une carte ou à utiliser une carte, c'est de dire « je veux la carte qui pose le moins de problèmes possible ». Donc la carte qui pose le moins de problèmes possible, c'est nécessairement la plus banale possible. Parce que le risque, c'est de perdre du temps. Hein, je mets beaucoup de guillemets, hein, le geste postmoderne. Je mets beaucoup de guillemets à perdre, mais de perdre du temps à dire, ben voilà, vous avez une carte, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a tel inconvénient, tel avantage. Et puis de passer à ce qui vous intéresse vraiment, qui est par exemple de cartographier la Seconde Guerre mondiale. Alors là, vous n'allez pas... Or, bon, ça pose problème hein, sur le choix de la cartographie, parce que si vous coupez le Pacifique dans la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu bizarre. Donc, vous avez là, c'est le truc qui va intéresser... mais non, la carte elle-même fait partie du message et de la manière dont vous l'exprimez, vous le représentez. Comme vous choisissez vos mots, comme vous construisez vos phrases, vous n'allez pas le faire de la même manière si vous êtes dans une société savante, au Mirail, ou si vous êtes devant une classe de 6e. Enfin, c'est nécessairement, il y a des tas de choix qui sont faits. C'est pareil pour les mots, pour les figures. Bon. Donc, les planisphères, j'ai évidemment la réponse facile que j'ai toujours faite, c'est plus on utilise des planisphères différents, mieux c'est. Hein, il faut essayer de varier pour varier des points de vue. C'est rien d'autre que ça. Donc, le centrage n'est pas forcément le même, mais déjà se rendre compte que tout planisphère, il a des bords et que c'est la surface du globe et il n'a pas de bords. C'est une surface limitée, mais non bornée. J'aime bien le dire ainsi. Donc, vous avez un découpage qui, nécessairement, il y a du centre et des bords, des bouts du monde. Vous construisez nécessairement des bouts du monde, si vous prenez un planisphère. Donc, quel bout du monde vous choisissez? Il y a une carte très, très célèbre, hein, celle de MacArthur, qui est de 78, qui est un Australien. Elle s'appelle No Longer Down... Enfin, on n'est pas tout en bas à droite, si vous voulez, hein, pour dire l'Australie. Donc, vous avez l'Australie qui est au centre et toutes les terres émergées sont en couronne tout autour. C'est parfaitement juste. C'est un Mercator. Simplement, il est sur le méridien 180 degrés et non pas 0, et il est avec le sud en haut. Voilà.
Bon, bah, rien que ça fait réfléchir. Alors pour les Australiens, évidemment, c'est devenu identitaire, c'est une carte postale, mais pour tout un chacun, c'est un élément de réflexion. Alors le plus souvent, quand vous racontez une histoire européenne, vous allez prendre un banal planisphère parce qu'il a été fait par les Européens pour eux-mêmes, hein, et que comme ils ont écrit l'histoire du monde en le fabriquant, bah, évidemment, ça a laissé des traces. Donc les planisphères, faut les varier, mais évidemment, si vous adressez à un public large, pas trop les varier. Donc tout l'objectif est là. Ce que j'essaye, par exemple, c'est qu'il n'y ait jamais, d'abord, trop de planisphères qui se succèdent dans les pages qu'on tourne, ça me semble important, et puis que ce ne soit pas les mêmes dans ces cas-là, qu'il y ait des différences. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, parce qu'il y a des cheminements complexes pour faire une carte, et quand au bout de 15 jours de travail, une équipe a abouti à une double page, si je dis « Ouh, ça ne va pas du tout, changez-moi le fond de carte », vous voyez le problème que l'on a. Donc l'objectif est quand même, a priori, je veille généralement dans le chemin de fer, vous savez, ce qu'on construit quand on fait un bouquin, dans le chemin de fer, de dire, bah là, attendez, vous avez 3 doubles pages, quels vont être les fonds de carte, hein, il faut faire attention. Ça fait partie du boulot de penser globalement l'atlas. Donc les planisphères, c'est des objets extrêmement complexes. Hein. Techniquement, mathématiquement, c'est très très complexe, un planisphère, une projection exactement. Il y en a 800 types différents qui sont des familles qu'on peut composer, recomposer, etc. Donc mathématiquement, c'est d'une subtilité sans fin. Et ça aboutit à des formes qui sont, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart de ces formes en tout cas, illisibles. On passe son temps quand j'en ai mis quelques-unes. Vous n'avez pas choisi la toute dernière, par exemple, qui est l'océan, qui est notre principal avenir. Et c'est une carte bipolaire, c'est-à-dire, c'est pas au sens psychiatrique, hein, mais peut-être que... Donc vous avez les deux pôles qui sont représentés, non pas à des bouts, mais en premier tiers et au deuxième tiers de la carte. Hein. Donc on regarde comme ça, puis quand on rentre dans le détail, on dit, mais attendez, où on est là? Donc il en faut mais il n'y en a que 2. C'est pour représenter l'océan, parce que c'est la manière de représenter l'océan unique qui est sur la Terre, et de ne pas les couper tel que on le fait d'habitude. Voilà. En tout cas, toujours quand il y a un planisphère quelque part, sonnette d'alarme. Hein. Une réflexion. En tant que bon historien, j'ai jamais trop fait de géographie. Et je me rappelle d'un prof d'histoire qui, à la fac, nous disait « L'histoire est une science marxiste, la géographie une science plutôt anarchiste. » Donc ma question, c'est le géohistorien, qu'est-il? Et je viens là parce qu'en fait, ça fait écho en fait à la réflexion tout à l'heure sur la critique de la carte, etc. Quand je lis du Graber, je sais où je vais. Pour aller un peu plus large, quand je lis du Dormesson, je sais à peu près où je vais aussi. Mais c'est vrai que par rapport à la carte et par rapport au géohistorien, où vais-je? Bon, on m'avait jamais qualifié d'anarcho-marxiste. D'archéo parfois, oui. Mais oui, vous avez cité Graber. J'aurais plus tendance à pencher de ce côté-là, hein, je peux vous dire. C'est-à-dire pour tout le monde, si vous voulez, ça fait partie de ce à quoi j'ai fait allusion, c'est-à-dire l'archéologie ou l'anthropologie anarchiste, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui m'intéresse particulièrement dans cette démarche, même si je suis vraiment loin de suivre la Zomia, par exemple, mais la carte de la Zomia sera dans mon prochain bouquin, je peux vous dire. C'est l'idée, si vous ne connaissez pas Zomia, de Scott, qui est un des grands auteurs, hein, de ce courant, c'est une carte qui représente les zones de haute altitude de toute l'Asie du Sud-Est jusqu'au Tibet comme des zones de non-emprise des États risicoles. Voilà. Et donc de développement de sociétés sans forte autorité. Bon, c'est factuellement très discutable parce qu'il y a le Tibet là-dedans. Donc comme empire, puis bon. Mais indépendamment du côté factuel, il y a l'idée des montagnes refuges ou de place d'autres choses. C'est vrai en Asie, c'est pas vrai ailleurs, mais qui est intéressante. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser, et là je vais retrouver une de mes préoccupations, c'est de s'intéresser aux zones qui ne sont pas les cadrages habituels. Ça, alors là, je partage complètement, et en cartographe, ce point de vue, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qu'il y a des entre-deux. Alors,
vous pourrez, en regardant l'Atlas mondial, cette fois-ci, déjà en percevoir, même si c'était un héritage, donc je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. C'était vrai, dans l'Atlas mondial, c'est en particulièrement vrai par le souci, et qui lui me semble très contemporain, d'avoir, c'est toute la deuxième partie qui est modeste, mais qui était qu'un début, elle prend de l'ampleur dans la prochaine édition, et qui était de cartographier des peuples sans histoire, comme on dit, c'est-à-dire sans cartographie historique par la même. Bon, puisque Nastasa Martin m'a précédé ici à ce micro, je pourrais dire que j'étais très heureux, je crois, de faire la première fois une carte de l'ensemble des peuples du Grand Nord. Inuit, les Évennes de Nastasa, les Samis, enfin bon, d'avoir l'ensemble de ces peuples, parce qu'ils ont une histoire commune. C'est seulement depuis quelques milliers d'années, depuis 10 000 ans tout au plus, qu'on a pu coloniser ces régions où il y avait que des glaciers, et il y a encore 15 000 ans. Donc vous avez là des choses qui sont souvent là on est dans les marges, on est dans les petits peuples, comme on dit. Mais vous en avez qui sont plus importants dans la mesure où ils n'ont pas de structure, parce qu'un atlas géopolitique comme l'Atlas mondial, il donne une prime considérable aux grandes structures étatiques et en particulier aux empires. Ce qui correspond parfaitement aux images et au type de trajet des catalogues touristiques. Parce que les empires, ça donnait de gros machins, donc de gros restes. Donc on a des colisées, des pyramides, des grandes murailles, des pyramides mayas. Enfin bon, vous avez les mayas, c'était pas un empire. Enfin bon, des pyramides aztèques. Vous avez un élément qui est intéressant sur notre propre mémoire, peut-être qu'on l'a construit collectivement, entre autres par le tourisme, mais aussi par toutes les publications, par Géo. Et puis la perspective historique qui exclut souvent, et à un moment de votre antiquité, peut-être la moitié de l'humanité, en tout cas, qui ne va pas être justement dans ces grandes structures étatiques et qui vont disparaître. Et ça, c'est une attention que je partage tout à fait avec Graeber ou Scott, parce que je suis comme eux un disciple de Salins. Oui, je voulais poser une question, non pas sur la représentation, mais sur le support. La feuille de papier, même en double page, elle est limitée à 2 dimensions. On a aujourd'hui la possibilité, via un support informatique, de faire des effets d'espace par les zooms ou des effets de temps par des superpositions diachroniques ou des choses comme ça. Alors, est-ce que, pour vos ouvrages, vous avez eu la tentation de les basculer ou de les accompagner de supports informatiques, ou est-ce que vous résistez vaillamment à la tentation ? Non, j'aimerais pouvoir céder à la tentation. C'est une question de fric. Bon, alors, pas seulement, mais entre autres. Alors, d'abord, première chose, c'est pas parce que je suis dans une librairie que je vais dire que d'abord, je voulais que les atlas soient des livres. Des vrais livres. C'est-à-dire des livres qu'on peut mettre sur ses genoux. Alors, bon, comme un atlas nécessairement doit avoir des feuilles qui ne soient pas transparentes, ou qu'il n'y ait pas de transparence, pour pas qu'on voit la carte de derrière, ça, c'est souvent un problème. Dès qu'il y a un nombre de pages assez conséquent, le mondial, il en a près de 800, ça devient très lourd. Bon, donc le mondial, la France est un peu plus léger, mais le mondial et la Terre pèsent 1,2 kg. Bon, de ce fait, ça pouvait faire de l'exercice comme ça. Donc, vous avez quelque chose qui limite un peu la dimension livre qu'on peut lire, préciser tout ça. Mais il est arrivé que dans des librairies, je rencontre des lecteurs qui me disent « Ah, c'est formidable, c'est mon livre de chevet ». Alors, ça fait très plaisir dans un premier temps, puis après on lui dit mais c'est si somnifère que ça. Bon, c'est de la pure coquetterie, mais c'est parce que la réponse qu'on me donne, c'est ben oui, mais une double page, ça se lit bien comme ça le soir. En fait, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est ce que je voulais, c'est qu'on les lise comme un livre. D'où le fait que le format est celui d'un livre broché habituel, avec une couverture costaud mais souple. Il a un signet. C'est-à-dire qu'il est fait pour être un vrai livre. Et la contrepartie, parce que je m'attendais évidemment à
la remarque, c'est que le prof me dise, je ne peux pas la scanner facilement parce qu'il y a une pliure. Alors, étant donné que la plupart des cartes sont sur double page, je peux vous dire que la question de la pliure, c'est ma vie quotidienne. Hein, et qu'on fait les cartes, dans nos brouillons de cartes, si je veux dire, enfin nos cartes en étape, vous avez toujours au milieu une bande rosée qui correspond au centimètre de part et d'autre de la pliure. Et là, on essaye de ne pas écrire, par exemple. En tout cas, il y a un mot ne peut pas être coupé. Enfin, c'est pas... Donc oui, il faut y penser. Mais malgré tout, ça ne scanne pas facilement. Mais oui, mais la solution a été trouvée, et là, je tire mon chapeau à notre éditeur, qui a accepté dès le départ, c'est que toutes les cartes sont en ligne, qu'on peut les télécharger en PDF haute définition gratuitement. Simplement, le code de la carte est dans l'atlas. Enfin, vous pouvez toujours aller chez le libraire, noter les codes, et puis vous ne payez pas le libraire, vous ne payez pas l'éditeur. Enfin bon, ne le faites pas, hein, parce que vous auriez... Dans ce cas-là, il n'y aura pas d'atlas suivant. Hein, ça sera la punition. Mais ça permet de... Et l'éditeur a fait le pari qu'au fond, non, ça aiderait au contraire aux ventes. Eh bien oui, ça a marché. Donc, je trouve que c'était un sacré pari. Alors, ensuite, est-ce qu'on peut aller plus loin que simplement mettre les cartes en ligne ? Oui, on l'a fait un petit peu grâce à l'Association des profs d'histoire géo, avec qui on a travaillé pour faire, c'est cette fois-ci sur le site des arènes et pas de la revue L'Histoire. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Les Arènes du Savoir. Et vous avez des cartes animées, ce qui est déjà un pas de plus. C'est-à-dire que vous avez des phénomènes de diffusion. Alors, il y en a qui sont faciles. Hein. Par exemple, l'Empire ottoman, c'est bien, il s'étend puis il se rétracte. C'est très, très facile à visualiser, ce genre de truc. Mais ça demande un sacré boulot. Et il faut un mois à peu près pour faire à 2 cartographes pour réussir à faire une carte animée, parce qu'il faut faire des pas de temps. Il y a des logiciels, il y a des moyens, etc. Alors, bien sûr, on a donc fait un certain nombre de vidéos de ce type-là. Ça fait 5 minutes, des petites vidéos de 5 minutes qui nous coûtent... elles sont gratuites. Mais évidemment, on peut aller plus loin et faire du tridimensionnel, c'est-à-dire du Google Earth, si vous voulez. Là, c'est tout à fait possible d'avoir des hologrammes. Bon, je ne parle pas des hologrammes des personnes, hein, je ne pas Mélenchon, mais il s'agit d'hologrammes historiques. Hein. On pourrait tout à fait, non seulement faire la ville de romantique, bien sûr, mais faire une carte de l'Empire romain et puis pouvoir naviguer, zigzaguer, comme on fait dans Google Earth. C'est faisable. Alors là, je ne sais pas quel est le budget qu'il faudrait pour ça, mais aucun éditeur n'en a les moyens. Hein. Donc, même si ça poserait, en plus, déjà sur une carte, je parlais des blancs de la carte, là on aurait les blancs de l'hologramme, parce que vous imaginez les informations qui nous manqueraient. Simplement, qu'est-ce qui était boisé, par exemple, ou déboisé en culture et quelle culture dans la Rome du 1er siècle avant. Bon, l'Empire romain. Voilà, donc vous avez un travail absolument énorme, mais je suis convaincu que c'est l'avenir. Et que l'un n'empêche pas l'autre. Le livre ne meurt pas, heureusement, il se porte bien, et ça n'est pas tué par les autres supports. Donc que l'on puisse éventuellement avoir des codes-barres dans nos doubles pages qui permettraient d'avoir l'hologramme sur son smartphone, pourquoi pas ? J'en serais ravi. Je suis prêt à bosser, ce sera plutôt mes successeurs, à travailler là-dessus. Ça me semble vraiment... Il ne faut surtout pas s'en priver. Tous les moyens sont bons du moment qu'on peut les critiquer. Votre voisine aurait certainement des choses à dire là-dessus, parce que, alors là, le problème des sources sur un hologramme, ça serait joli. Tout d'abord, merci. Il y a quelqu'un qui lève le doigt de manière désespérée. Ah. Je peux laisser la place et reparler après. Hein. Là, oui. Merci pour la riche discussion, déjà. C'était vraiment intéressant. Moi, je voudrais défendre un peu les historiens réticents à utiliser les cartes, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les sources ne disent pas tout ce qu'on aimerait savoir, et c'est notamment le cas pour les antiquisants. Donc, pour cartographier les sources antiques, déjà à cause de la nature même des sources, qui sont souvent à cheval entre fiction et réalité, c'est quasiment impossible. Et je pense que c'est une forme de prudence aussi, parce que justement, on veut, en utilisant la carte, ça reste un outil pour simplifier aussi quelque chose qu'on aurait du mal à exprimer à l'écrit, et donc à donner une image à quelque chose, mais finalement, en fonction des sources, la carte va rendre encore plus complexe la réflexion. Donc pour les antiquisants, à moins de travailler vraiment sur Strabon, faire des cartes, c'est pas toujours évident. Je pense que c'est un exercice très difficile.
Donc voilà, c'était juste une remarque. Non, mais vous avez parfaitement raison. Simplement, premièrement, cartographier l'ignorance, c'est déjà savoir qu'on ne sait pas. Donc le blanc de la carte est une information. Ça, je crois que ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, une carte qui serait à 90% blanche, l'éditeur va être réticent. Hein. Mais là, on est dans la cartographie savante, hein, dans ce genre de choses. Et qu'est-ce que l'on sait d'il y a 7 millions d'années, à l'époque d'Abel ou Toumaï? On a des points. Mais vous savez, une carte météo, c'est des stations météo généralisées. Techniquement, on appelle ça la généralisation, quand on transforme des points en surface. Donc, la généralisation, c'est la base de la carto. Simplement, il y en a qui sont des approximations correctes, alors, à peu près, et puis il y en a qui... Vous savez, la diffusion, j'ai des cartes de diffusion d'Homo erectus, puis d'Homo sapiens. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Et pourtant, ne pas le faire, qui serait une solution propre, hein, de se dire, ah bah oui, je ne sais pas, je ne fais rien. Ça veut dire qu'on laisserait penser, réaliser d'autres cartes, qui seraient bien pires. Parce qu'elles n'auraient pas les points discutés, critiqués, analysés, qui permettraient de faire le changement. Donc il faut, sachant qu'elle est, comme tout travail scientifique, provisoire, qu'elle sera dépassée, et qu'elle est critiquable, il faut quand même faire la carte, je pense. Et qui avoue éventuellement ses ignorances. Alors on va s'arrêter là. On va remercier Christian Grattalou. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée dans le cadre de l'édition 2023 du festival L'Histoire à venir, Il était une fois le progrès. Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales co-conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.